J'aurais pu vous parler d'une personne qui aurait voulu être la star ce soir, d'une certaine ressemblance à mon égard, que l'on m'a dépeint sur les réseaux sociaux. J'aurais pu vous parler de cet homme en jaune, un certain Abdelatif, mon frère. Tu as failli nous tuer le match, mais je préfère réellement garder plutôt cette image incroyable, cette liesse. Et bien évidemment, j'accueille mon ami de toujours, mon ami El Gringo. Comment il va, mon frérot? Ah, ça va vraiment, vraiment bien en ce moment. On avait commencé le week-end par les matchs de Lille et de Monaco. Ça avait très, très bien commencé pour nous. Alors, dans la foulée, tu as Lyon qui perd des points, plus que des points, qui perd le match. Et on termine le samedi soir par cette victoire à Rennes. Donc, vraiment, là, c'est le week-end parfait pour nous, hein, peu importe ce qui se passera entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. On sait déjà ce qui va se passer. Donc ouais, Le week-end parfait. grosse opération ce week-end pour l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est pas le week-end parfait, c'est le week-end le plus extraordinaire, Naïm, parce qu'on va. Attends, je vais afficher le classement dès maintenant quand même, parce qu'au moins, ça va permettre. On va rentrer dans le vif du sujet, Naïm, au niveau du classement. C'est peut-être c'est la plus grosse opération qu'on pouvait faire. Elle a été faite ce soir. Naïm, est-ce qu'on peut dire qu'on termine, avant de parler du match de Rennes, parce qu'on va rentrer après dans le détail sur la vidéo, mais on termine cette fin des matchs allés en apothéose avec 36 points possibles sur, on va dire combien, 17 matchs sur 44 points, c'est ça? Non, 17, ça nous fait 51 points plutôt. 51 points plutôt. Sur 51 points, et surtout, Naïm, regarde-moi ça. Est-ce que ça s'est déjà vu? 24 points sur 27 à l'extérieur. 25 buts marqués, seulement 8 encaissés. Quand on voit même le Paris Saint-Germain qui caracole en tête, c'est 5 victoires, c'est 3 nuls. Ils n'ont pas de défaite à l'extérieur. Par contre, ils sont invaincus cette saison Paris. Mais Naïm, c'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vraiment très, très impressionnant. Et si tu remets le classement général, bah, il va y avoir quelque chose de flagrant. C'est que l'OM a battu toutes les grosses équipes, excepté le Paris Saint-Germain. Enfin, ceux qui devaient s'annoncer comme des grosses équipes en début de saison, ben, l'OM a battu Monaco, a battu Nice, a fait nul contre Lille, on sait dans quelles conditions, a battu Lyon, a battu Lens, a battu Brest qui joue à la Ligue des Champions, et Rennes, Rennes qui était censé être un candidat à l'Europe, voire plus. Donc très, très, très grosse première partie de saison, il faut le dire. Hein. Oui, il y a eu des couacs, oui, tout n'a pas été parfait. Mais au final, je crois que le seul reproche qu'on peut faire à l'équipe de De Zerbi, qui, on le rappelle, a été totalement modifiée, bah, c'est de ne pas avoir gagné tous ces matchs. Et bon, bah, ça, personne ne gagne tous ces matchs sur une première partie de saison. Franchement, Naïm, on va parler du match parce que je vais quand même mettre ça aussi. Je vais quand même afficher peut-être le plus beau tweet de la. J'ai dû l'expliquer, Naïm, le tweet, parce que c'est vrai qu'il y avait du second degré, mais on va quand même le mettre en avant. Je vais un peu zoomer comme ça, vous verrez mieux. C'est Naïm qui nous a soufflé. L'OM renverse le Rennes de Didier Digard. Et les messages derrière Naïm, ils sont incroyables. Il y a marqué le Rennes de qui? C'est le Rennes de Domenech. Les gars, c'est du troll, je crois. Sampaoli, Didier Digard. Il y a eu beaucoup de. Et il a fumé le CM. Ouais. Bon, après, quand ils ont compris, je pense qu'il y a des tweets qui ont été supprimés. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit t'es sous Ricard le CM, il y a marqué. Non, mais voilà, on voit que. Didier Digard devant le tweet. Non, mais c'est vraiment ce qui a été proposé par Sampaoli. Honnêtement, j'ai envie de te dire, c'est pitoyable. Alors, si tu te souviens, tu m'avais posé la question dans l'avant-match de savoir si Sampaoli allait prendre le ballon. Je t'avais dit que non. Je t'avais dit qu'au vu de l'analyse du match que j'avais vu contre Nice, je savais qu'on aurait le ballon, mais je ne pensais pas vraiment qu'il jouerait aussi bas, enfin qu'il serait aussi passif. J'ai envie de te dire, on voit la vidéo, on part direct. Pourquoi on va se faire chier? On va régaler tous nos auditeurs. Ah, J'ai été choqué vraiment. Regarde le chrono, donc on est au tout début du match, hein, c'est la première action. On joue au Vélodrome, hein, on est d'accord, c'est au Vélodrome le match. Donc on se rappelle que Rennes joue à domicile, que Rennes a des joueurs qui margent à 700 € mensuels 700 000 euros, 700 000 euros de salaire.
Et donc, on voit ce bloc très bas, très regroupé d'entrée de jeu. Donc, on nous a vendu un 3-4-3. On voit bien qu'il n'y a pas trois Mais tu sais, défenseurs. Naïm, tu sais que c'est important quand tu mets les premières secondes parce que peut-être les gens se disent ouais, mais c'est normal, c'est le début. En fait, le début montre ce que tu veux faire dans le match. Ouais, puis C'est-à-dire que surtout, on va montrer l'évolution. Donc là, on est à la 26e minute de jeu. On voit que le bloc n'a pas avancé, bien au contraire. la ligne de Il, 5 derrière, elle est il a incroyable. reculé et tu vois que c'est vraiment une énorme densité, tout simplement pour empêcher l'adversaire de jouer. Regarde encore une fois le chronomètre, qu'à 41e minute, juste avant l'ouverture du score de Rennes. Et toujours, un bloc très bas. Regarde, Kalimundo, il est sur la ligne du milieu du terrain. Et tu as cette énorme densité. Donc, vraiment, tu ne vois pas de grosses différences avec une équipe comme Le Havre, que tu as peut-être forcé à jouer un poil plus bas. Mais dans l'idée de jeu, c'est exactement la même chose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le but? C'est ça le pire. C'est que regarde la position des Rennais. Je ne sais pas s'ils se sont sentis grisés, eux qui ont passé le match à défendre, à être bloc bas. Sur l'égalisation, Mm. regarde la position de leurs deux attaquants comme ils sont hauts. Regarde les six Rennais qui sont très hauts sur le terrain. Mais j'ai envie de te dire, C'est la la première fois seule du fois où ils ont match. essayé un minimum de sortir, on a trouvé Murillo qui, pour une fois, avait un peu d'espace et qu'il a très bien utilisé. Et puis surtout, il y a eu enfin un peu de jeu de la verticalité. C'est ce qu'il a manqué. On a trouvé Hülberg dans l'axe. Murillo continue son appel. Et bon, ce qui est magnifique, bien évidemment, sur cette action, c'est La passe de cette passe de Højbjerg, Hülberg qui est incroyable. exceptionnelle dans le bon tempo. Et, Et derrière, et quand même, sur la dernière image, c'est très intéressant de voir l'appel de Nîmes Mopé qui va emmener les deux centraux. Et tu vois que l'intelligence de Murillo, il aurait pu être tenté de mettre ce ballon. Il y a l'espace pour le mettre à Mopé, mais il y a possibilité que Samba intervienne, ce qu'il a très bien fait d'ailleurs sur une action de Greenwood à un moment donné. Lui, par contre, il va chercher parfaitement Greenwood en retrait. Naïm, c'est important de préciser que Murillo, qui est en train d'enchaîner les passes décisives, parce qu'il est en train de, entre guillemets, récupérer son poste sur les phases offensives. On le voit vraiment dédoubler en ce moment avec Luis Enrique. C'est pour ça que quand on parlait de l'arrivée de Luis Felipe, nous, on n'arrêtait pas de dire attention, les gars, ok, vous dites qu'il est là pour remplacer peut-être Murillo, mais ce que fait Murillo, Luis Felipe n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Donc, il a un rôle hybride qui est très important pour le coach. Ouais, j'ai envie de te dire, attention que Luis Felipe, ce soit pas de l'autre côté qu'il Ouais, ait on quelque va en chose à jouer. parler. On va en parler. On va en parler. Mais vraiment, là, cette passe, elle paraît simple comme ça, mais honnêtement, prendre la bonne information, avoir la lucidité de donner ce très bon ballon, c'est fort. Et alors, Greenwood finit très intelligemment. Quand tu as un plan de derrière, tu vois Incroyable. qu'il a cherché l'espace où il n'y avait personne parce qu'il y a du monde qui s'est retrouvé dans la cage. Et donc, on repart en début de deuxième mi-temps, donc 46e minute. On revoit les ambitions rennaises où elles en sont. Toujours exactement au même point. Très bas, bloc bas, on ferme les espaces. À 2-1 par moment, ils ont été quand même obligés de monter un petit peu. Tu vois que là, ils ont quelques Rennais qui sont allés presser haut. Ça a été très rare. Mais bon, là, ils le font. Rouli passe par-dessus ces joueurs-là. Tu vois qu'en une passe, tous ces joueurs sont éliminés. Encore une fois, Murillo va apporter de la percussion, il va donner un ballon à Luis Enrique, il va continuer sa course, il va offrir une solution, ce qui va permettre à Luis Enrique de revenir intérieur et de centrer pied gauche. Et en quelques secondes, on s'est retrouvé dans la surface rennaise, le peu de fois où ils ont essayé de jouer un minimum au ballon. Et on va finir par cette image. Regarde où est passé le Rennais le plus haut, et regarde surtout le chronomètre. 89e minute à domicile, mené 2-1. Et Rennes n'aura jamais en fait essayé de jouer tout simplement. Et j'ai envie de te dire que Sampaoli s'est très bien adapté à la Ligue 1 et il a récupéré les idées des entraîneurs. Mais tu sais, c'était pas un bon match, clairement, à voir. Tu l'avais Pour faire un annoncé bon en match, avant-match. Tu avais dit que ce serait peut-être pas un beau match et qu'il y aurait peu de buts. j'ai peut-être dit 2-1 d'ailleurs, non, comme prono. Faudrait que je regarde. Possible. Oui, tu as Mais dit en 2-1. fait, Oui, tu as dit 2-1. parce que pour avoir un beau match, il faut deux choses. Il faut deux équipes qui ont de l'ambition dans le jeu et il faut un bon terrain. Et il faut un bon Les deux, arbitre. et un bon arbitre, ça peut aussi aider, clairement. Mais là, tu avais qu'une seule équipe qui avait envie de jouer, qui avait un terrain qui était mauvais, qui avait un arbitre qui était catastrophique, qui a beaucoup haché le jeu en plus, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme. Mais bon, c'est des matchs, cette victoire, elle va être primordiale, vraiment, clairement, pour la suite. Mais
faut bien se rendre compte que oui, on n'a pas fait vraiment un super match dans le jeu. On le montrera ce qui a manqué sur la deuxième vidéo. Mais c'est très, 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 très dur face à une équipe qui a des meilleurs joueurs que le Havre, hein, il faut le dire. C'est une équipe qui joue avec la philosophie du Havre, mais avec les joueurs qu'ils ont, ça te ferme les espaces encore plus rapidement. C'est encore plus dangereux sur les phases de transition en contre. Donc, clairement, ça ne te donne pas un beau match. Et ça ne te donne pas un beau match, bien évidemment. On va devoir reparler encore une fois, Naïm, malgré la victoire, parce que c'est bien de le préciser. On n'est pas simplement là pour se plaindre de l'arbitrage lorsque l'on perd ou lorsqu'on fait match nul. Mais là, clairement, il y a eu. Peut-être on a atteint le summum de ce que l'on critiquait, de ce qu'a critiqué Pablo Longoria quand même cette saison sur les décisions qui n'étaient pas homogènes. Alors là, on vient de taper peut-être le plus mauvais arbitrage qu'on ait eu cette saison, avec 2 décisions qui sont à l'opposé l'une de l'autre. C'est-à-dire que le penalty sur Murillo, je ne sais pas par quel miracle la VAR appelle l'arbitre parce qu'il est en train de sauter, il retombe. Alors, à quel moment tu peux sauter, retomber et elle lui effleure la main mais Naïm, j'ai pas envie de garder ce côté-là parce qu'il y a un point beaucoup plus important, c'est lui. C'est lui la star de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix de l'histoire d'un gardien à l'Olympique de Marseille. Jérémy Rouli, qui est le premier gardien à arrêter 3 pénaltys consécutifs en Ligue 1 depuis Pedro Rajkovic avec Reims en 2019. Et Jérémy Rouli cette saison, c'est pas juste un gardien qui arrête les pénaltys, Naïm. C'est le facteur X de cette première partie de saison. C'est lui. Déjà, avant le pénalty, il fait un arrêt extraordinaire sur Kalimundo. Incroyable. Incroyable. Vraiment hallucinant. On en reparlera avec Greg qui nous dira comment c'est possible de faire un tel arrêt à cette distance-là. Et derrière, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il arrête 3 pénaltys à la file, mais c'est les 3 pénaltys qu'on a concédés cette saison. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas encaissé de but sur pénalty. Ouais, et surtout, les joueurs contre qui il a arrêté les pénaltys étaient sur une série. Romain Castillo, c'était 12 pénaltys sur 12. Ouais, et là, Kalimundo, c'était 4 sur 4. C'est 4 sur 4. La Casette est quand même un joueur qui performe plutôt pas mal dans le domaine. Je suis obligé malheureusement de rebondir sur ce que tu m'as dit avant. Oui, Rouli, c'est extraordinaire et merci d'être là, Rouli. En plus, j'adore vraiment la personnalité, ce qu'il dégage. Mais on ne peut pas ignorer vraiment, encore une fois, ce qui est en train de se passer au niveau de l'arbitrage. Je commence par regarder aujourd'hui Lyon, le match de Lyon contre Brest. Brest qui marque un but du 3-1 très important, qui est refusé pour un hors-jeu que je n'arrive toujours pas à comprendre. Tu peux me tourner la caméra comme tu veux. C'est pas possible qu'il y ait un hors-jeu sur cette action-là. Lyon n'égalise pas, mais ça aurait pu totalement changer le match. Derrière, je regarde Reims contre Nice, un partout. Et sur une action anodine où la board arrive un peu derrière, tu rentres dans le défenseur, penalty qui fait 2-1, qui fait encore basculer le match. Donc déjà, tu souffles un peu, puis tu arrives sur l'homme. Enfin, honnêtement, comment tu peux siffler ce penalty? Soit ça lui effleure la main, et surtout, il n'y a aucun René derrière. J'ai envie de te dire, si à la rigueur, le fait d'avoir effleuré involontairement le ballon empêche une action de but. Mais non, et encore une fois, il y a un manque de cohérence absolu parce que tu peux te dire, bon, c'est un arbitre qui te dit, dès que ça effleure une main, peu importe la situation, il siffle. De l'autre côté, il y a un coup franc, alors qu'on soit d'accord, hein, jamais je siffle pénalty là-dessus sur le coup franc d'Heuberg, mais si tu es cohérent par rapport à ce que tu as sifflé avant, tu dois siffler celui-là aussi. Donc, je t'avais dit que sur tous les cartons rouges qu'on avait eu, il n'y en avait aucun qui était net. C'était avant celui que Lirola a reçu contre Lille. Et encore, il fait ce tacle par frustration à force de voir des actions qui ne sont pas sifflées. Mais reprends les 3 pénaltys qui nous ont été sifflés. Il n'y en a aucun qui est net. Franchement, celui contre Brest, ils se tiennent tous les deux. Il siffle pénalty. Celui contre Lyon, c'est une tête, pareil, il saute. Il a quelques centimètres de lui au moins, il met la tête. Et celui-là, enfin bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Par chance, on s'en sort. Mais bon, jusqu'à quand, quoi? Il y a un moment donné où ça va nous coûter très, très cher. Contre Lille, déjà, ça nous a coûté un peu cher. Et bon, malheureusement, c'est récurrent et ça évolue pas. Ouais, et sur ce match, Naïm, on a entendu Roberto De Zerbi parler plusieurs fois à certains joueurs marseillais, notamment à Quentin Merlin. On va parler quand même il n'y a pas réellement de joueurs qui ont sorti un très bon match ce soir, si ce n'est Jérémy Rouli qui est l'homme du match, bien évidemment. Les joueurs décisifs sur ce match-là, donc Greenwood qui a été
Brice Samba aussi, qui a été très, 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 très décisif aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais il sort. Je pense que s'il avait signé 48 heures plus tard, on aurait peut-être gagné plus largement. Ouais, exactement, parce qu'il nous sort 4 ou 5 arrêts décisifs, notamment le dernier sur Jonathan Rowe, sur la frappe, sur les 2 frappes Celle de aussi. Murillo, quand il ressort dans les pieds de Murillo après la frappe de Luis Enrique. Pareil, celle de la frappe de Luis Enrique, la frappe aussi de Greenwood qui sort aussi. C'est vrai qu'il a été ultra, ultra décisif. Après, bon, il y a eu Rabiot, il y a eu Greenwood qui ont été importants sur ce match-là. Et Højbjerg aussi qui a été très, très bon, notamment. Si tu veux, tout le monde a été consistant dans le match. Ouais. Mais tout le monde a été consistant dans le positionnement, dans l'effort. Tu sais qu'à la fin du match, dans les 10 dernières minutes, on les a acculés dans leur but, alors que ça aurait dû être l'inverse qui se produit. Donc, dans l'effort, dans l'esprit collectif, tout le monde a été très bon. Par contre, dans la prise d'initiative, dans la verticalité, c'est là où il y a eu un souci. Montre-nous ça en image, parce que c'est ce que disait De Zerbi. Il demandait aussi à Merlin de faire les appels, de partir. Mais malheureusement, très peu de joueurs ont été servis dans le bon tempo. Exactement. En fait, ce qu'il faut regarder, j'ai mis en évidence notre ami l'arbitre, au passage, l'un des hommes du match. Mais bon, ce qu'il faut regarder, c'est Quentin Merlin vraiment qui est en haut, qui est seul et qui va faire un appel, mais qui ne va pas être servi. Du coup, Balardi il va décaler sur Cornelius, il va se rattraper. Mais regarde, en fait, Merlin, il a 2 mètres de retard au moment où il déclenche son appel sur Assignon, qui déclenche son départ aussi. Et Assignon va 2 fois plus vite que lui. Très, très bon Assignon. En fait, le problème, c'est que le manque de vitesse de Merlin, il nous limite énormément sur ses actions. Si Balardi envoie ce ballon, il y a très peu de chance, même s'il est parfaitement dosé, Assignon sera avant lui. Ils partent en même temps et Assignon a 2 mètres d'avance et il est plus rapide que lui. Ouais, sauf si mauvaise gestion de la trajectoire d'Assignon. Quelque chose de pas maîtrisé, quoi, globalement. Et en fait, c'est des schémas qui vont se reproduire, ces appels non servis. Maupay en a fait énormément. Regarde-moi cette ligne de 5 quand même derrière. Exactement, donc il y a peu d'espace. Il va essayer d'attaquer l'espace qui est là-bas. Il va déclencher un appel et il va pas être servi. Et Luis Enrique, Murillo, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'appels en profondeur, mais c'est des ballons qui sont vraiment pas faciles à donner et généralement, ils ne seront pas servis. Et vraiment, le joueur clé, c'est Quentin Merlin parce que, encore une fois, il déclenche des appels de très loin, donc il a le temps d'être suivi. Il a toujours Assignon qui a cette avance sur lui. Et ce manque de vitesse de Merlin, ça peut devenir problématique pour décanter des situations sur ce genre d'appel, à part si tout est parfait dans le timing, comme sur cette action-là. Là, pour le coup, l'appel de Merlin est très, très bon. Et Assignon, regarde la position d'Assignon, regarde la position de son corps. Là, si Cornelius envoie ce ballon-là, ce qu'il n'a pas fait sur cette action, là, il y a de l'espace. Là, Merlin est dans le sens du jeu. Atebourg, là, qui est l'autre défenseur. C'est dur, Naïm, pour un gaucher, dans la position de Cornelius, il faut avoir une belle patte quand même pour pouvoir contourner la ligne quasiment et pour qu'elle puisse aller dans la trajectoire du joueur. Exactement, mais on manque vraiment de cette qualité-là. Et c'est apparemment peut-être ce que Felipe Luis pourrait apporter, parce que même Kondogbia n'a pas cette qualité de jeu long. Et en fait, c'est plus globalement, on a manqué vraiment de verticalité. On n'a pas trouvé les passes dans l'intérieur parce qu'il y avait cette densité. Mais même, donc, comme les Rennais étaient très regroupés, il y avait la possibilité de donner de bons ballons dans leur dos. On ne l'a jamais trop fait. Et dès qu'on a trouvé un petit peu de verticalité ou d'accélération, c'est ce qui s'est passé. Là, il y a une bonne passe verticale de Højbjerg qui va aller trouver Luis Enrique. Il y a Greenwood qui va venir se mettre dans l'intervalle. Et Luis Enrique, au lieu de revenir en arrière, là, il va tenter une passe vers l'avant sur Greenwood. Greenwood va un peu travailler sur son côté, faire reculer tout le bloc à lui seul. Puis bon, après, par contre, regarde la densité qui reste. Non, mais la qualité de pied. Et Naïm, sur ça, un point quand même très, 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 très important. Et moi, je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'ai regardé le match. Et je me dis, en fait, le football, c'est tellement facile quand tu as des grands joueurs. En fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que ces joueurs-là, tu ne les avais pas. Avoir un joueur comme Greenwood ou Adrien Rabiot, ou même Geronimo Rulli. Je vais plutôt parler de Greenwood et Rabiot parce que ce sont des top players que normalement, si tu n'es pas qualifié chaque année en Ligue des Champions, si tu ne joues pas un gros championnat, même pas, ils te donnent l'heure, en fait. Et ça change tout. Ça change tout d'avoir des grands joueurs. Bien sûr, ce ballon que donne Greenwood, il y a très très peu de joueurs qui sont capables de le donner au millimètre près avec cette densité défensive. Donc tant mieux qu'on ait ces joueurs-là qui peuvent débloquer ces situations, parce que malheureusement, c'est ce que j'avais montré avec la vidéo de la semaine dernière. Même une équipe comme Le Havre, fermer les espaces, être bloc bas, ça rend les choses très compliquées pour n'importe qui, pour n'importe quelle équipe. Et donc tous les matchs vont être très très difficiles pour nous. Il faut s'en rendre compte parce que y a trop peu d'équipes qui ont des ambitions dans le jeu. On joue Lille dans quelques jours. Lille va refaire exactement ce qu'ils ont fait au Vélodrome, donner l'illusion d'être
d'avoir des ambitions, de jouer haut, d'être agressif. Et ce qu'on avait montré par la vidéo, c'est que ce n'était pas du tout le cas. C'est la qualité des joueurs de Lille et vraiment ça leur permet de ne pas être acculés parce qu'ils ont des joueurs beaucoup plus forts et à la récupération, ils sont beaucoup plus dangereux. Mais dans les idées, c'est la même chose. On est passif. En fait, c'est de la passivité. Dans toutes les équipes qu'on a jouées, Monaco n'a pas fait ça. Monaco n'a pas fait ça. C'est peut-être l'équipe la plus solide qu'on ait eue. Même Francaise avec Nice, il a fait exactement la même chose. Ils se sont bloqués au milieu du terrain. Ils attendaient de récupérer et de jouer les contres. Donc malheureusement, ça va rendre nos matchs compliqués. Ça va faire qu'il y aura beaucoup de matchs qui seront pas visuellement très beaux. Mais par contre, il y a beaucoup de matchs où dès qu'on va ouvrir le score, on va mettre l'adversaire dans une difficulté incroyable. Rennes bien sûr. Rennes n'a pas eu l'occasion quasiment à quel moment tu te dis qu'ils allaient pouvoir marquer des buts? Et je réitère, Naïm, on finit, je voulais te le mettre quand même ça à l'écran, c'est que tu as un joueur qui est meilleur buteur de Ligue 1, qui est de l'Olympique de Marseille. Je sais plus à quel moment on a eu le meilleur buteur de Ligue 1 après les phases allées. Ouais, puis enfin, à la fin de la saison, ça serait bien qu'on vérifie, mais est-ce qu'on a déjà eu un meilleur buteur depuis Mamadou Niang et le titre de champion de France? Est-ce que je pense pas que Gignac ait déjà été meilleur buteur? Gomis, il en était pas loin. Ouais, mais je pense que Gomis et Gignac n'ont pas fini meilleur buteur à vérifier. J'en suis pas certain à 100%, mais peut-être que le dernier meilleur buteur. Les commentaires nous le diront. N'hésitez pas aux commentaires à nous le dire. Exactement, mais j'ai l'impression que le dernier meilleur buteur de l'OM, c'était 2010. Là, on a un joueur de très très grand talent, mais c'est pas juste un buteur parce que vraiment ce qu'il apporte dans le jeu. Bon, moi aujourd'hui, c'était difficile de par la densité et la qualité du terrain. Oui, mais il est dangereux, là. Il est dangereux. Dès que tu trouves la frappe que Wu se jette pour la sauver, il y a but. Il y a but 200 fois. C'est petit filet. Alors, malheureusement, là, j'ai quand même. Il y avait Rongier pareil dans les commentaires, ça serait intéressant qu'ils nous disent leur vision des choses sur ce genre d'action. Parce que est-ce que tu te dis, sa frappe elle est exceptionnelle, clairement elle finit petit filet, elle est imparable. Mais est-ce qu'on se dit pas, Rongier il est tout seul dans l'axe, quoi. Et là, s'il lui met, c'est. Ouais, mais Rongier quand même peut-être. Ouais, mais c'est la cage vide. Donc bon, je suis mitigé parce que vraiment, quand on voit de l'angle de derrière, on voit à quel point sa frappe elle est pure et elle finit. Et sans ce tacle, elle finit dans le petit filet. Et puis bon, c'est lui qui est dangereux. C'est toujours lui qui est dangereux. C'est dans les situations compliquées. En tout cas, je suis content que Rowe ait pu rentrer. Dommage qu'il n'ait pas marqué sur les deux situations qu'il a pu avoir, surtout la frappe ou encore Samba fait un bel arrêt. Mais c'était pas un beau match. On n'a pas fait notre meilleur match loin de là parce que, comme j'ai dit, on a manqué de verticalité. Mais encore une fois, on joue une équipe qui est censée être une équipe de haut de classement et ils n'ont absolument pas existé. Pas existé du tout. Et ce qu'on va retenir aussi, Naïm, on l'a mis ici, c'est ce qui se passe à l'instant T. C'est que l'Olympique de Marseille prend 5 points d'avance sur Monaco, 6 points sur Nice, 7 sur Lille, 8 sur Lyon. C'est peut-être la journée la plus importante de ce premier acte, de cette première partie de saison. C'est que là, Naïm, aujourd'hui, on aurait signé dès demain, toi et moi, être deuxième avec 5 points d'avance sur Monaco à la fin des matchs allés. Alors attention, on a vécu, nous, l'époque de Bielsa, Naïm, on était champion d'automne, on avait le même nombre de points qu'aujourd'hui, et pour autant, on a fini 4e ensuite en fin de saison. Donc, c'est pour ça que il y a deux différences majeures quand même avec l'époque de Bielsa. La profondeur de banc. Clairement, on a de la qualité. C'est pas fini. Mais c'est pas fini avec le mercato, c'est pas terminé. C'est pas fini avec le mercato, mais on a énormément de qualité. Pour moi, il y a quasiment que Greenwood qui est irremplaçable. On a vu que même l'absence de Hülberg a été absorbée par Nadir. Qui a fait une très bonne entrée encore une fois. Qui a fait une très bonne entrée. Et donc, il y a ce paramètre-là. Et il y a l'autre paramètre qui est peut-être le plus important de tous. C'est la différence de dépense d'énergie entre le jeu qu'on avait avec Paoli et celle avec De Zerbi, où on a une telle maîtrise. Il y a des meilleurs joueurs. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts là avec. Aussi, clairement. Mais je veux dire, on a une telle maîtrise dans le jeu que je pense qu'il y a des joueurs qui font beaucoup d'efforts. Attention, Rabiot, le kilomètre qu'il a battu, c'est incroyable. Rongier, Luis Enrique. Luis Enrique, j'ai l'impression que la fatigue glisse sur lui. Je ne vois jamais tirer la langue. Il a encore été bon ce soir. Quand je dis il a été bon, c'est que dès qu'il a le ballon,
il n'hésite pas, à aller déborder, il peut marquer sur cette frappe. Ouais, et puis il progresse sur des points. C'est l'action de Rowe passe à la cage, c'est lui qui lui fait une Oh, ouverture elle est plein axe dans incroyable. la Et course. il le cherche. Hein. Et il le cherche, voilà, c'est pas un ballon anodin. Donc, non, on a de plus de profondeur, on a des meilleurs joueurs, on dépense moins d'énergie, je pense, qu'il y a moins de chances qu'on explose en plein vol. Et puis, on a un coach qui est proche des joueurs, qui sait les maintenir concernés tout en étant exigeant. On a vraiment un excellent entraîneur tactiquement, on le savait, mais ce qu'on découvre, c'est que humainement, il a une gestion humaine qui a l'air vraiment, vraiment excellente. On n'a pas l'impression que les remplaçants, les Rowe, les Koné, les Wai, on n'a pas l'impression qu'ils lâchent. Au contraire, quand je vois l'entrée de Wai la semaine dernière, la détermination qu'il met, Rowe toujours dangereux chaque fois qu'il rentre, Ulysse Garcia qui est la bonne bien surprise. meilleur que Merlin, bien meilleur que Merlin sur les 20 minutes qu'il a joué, il a été beaucoup plus agressif, je pense, que Merlin. Tu sais, il y a une phrase que j'ai beaucoup répétée sur les premières vidéos qu'on faisait quand on était en haut du classement en début de saison, c'est qu'on est en avance de phase et que c'est pas normal qu'on soit devant Lille, Monaco et Lyon. Parce qu'on partait de plus loin, parce qu'on a tout changé. Ils avaient fini devant nous l'année dernière et on a modifié toute l'équipe, on a changé l'entraîneur. Et donc, pour moi, c'est une performance incroyable d'être aujourd'hui actuellement deuxième avec autant d'avance sur les poursuivants. C'est juste exceptionnel. C'est parce qu'on a fait un recrutement de très, très grande qualité, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Écoutez, sur ces mots, Naïm, on a encore une semaine qui s'annonce explosive avec Lille et Strasbourg. Le match de Lille, on l'attend, nous, de pied ferme avec Naïm. Et c'est le moment de vous dire encore une fois merci. Merci à tous. Merci à tous qui nous suivent, tous qui partagent. On essaye avec toute notre équipe de vous donner encore plus de contenu vidéo. Ça demande beaucoup de temps. Et maintenant, on avait notre jingle d'ouverture, Naïm, mais j'ai quand même envie de renvoyer quand même le jingle de fermeture, juste pour le petit kiff. Je vous embrasse à tous. Encore une fois, merci à toi, El Gringo. Et on vous laisse avec ces mots doux qui nous résonnent pour le moment dans la tête. Bonne soirée à tous et surtout, allez l'OM. On se retrouve très, très vite cette semaine. J'ai trouvé le match catastrophique. J'ai trouvé le match de l'OM catastrophique. Voilà. Ils sont catastrophiques, c'est le gardien les Marseillais. Qui est énorme. C'est Roulis qui est énorme. Mais oui. On peut quand même la reprendre parce que sur ce match-là, c'est le gardien qui est énorme. Ils sont catastrophiques, espèce d'en. Non, mais sérieux, mais c'est possible d'avoir une rage pareille. En tout cas, on passe bien le bonjour à Christophe Dugarry. On est deuxième avec 5 points d'avance. Putain, je t'aimais bien avec tes doubles passements de jambes et ton jeu de tête incroyable. Hein. Mais bon, malheureusement, tu resteras un éternel remplaçant. Allez, mon ami le Gring, on se retrouve très très vite la semaine prochaine. Allez l'OM et surtout bon dimanche. Et comme disait Eric Guéretz, là, on se cale devant le canapé avec le cigare. Et il n'y a plus qu'à espérer que Saint-Etienne accroche le Paris Saint-Germain. Bon, même si ça risque d'être compliqué. Allez, bonne soirée à tous.